voulais parler avec vous de quelques sujets qui me fascinent et qui sont un petit peu liés au spirituel, qui sont pas forcément explicables ou expliqués par la science. Mais voilà, ce sont des sujets que j'aime bien, que je voulais échanger avec vous aussi pour avoir votre opinion sur ça. Et c'est simplement du ressenti personnel. Donc j'ai quelques points, je dois en avoir 6 ou 7. Je les ai appelés les règles non expliquées de la vie. Par rapport à l'instinct animal, vous avez tous déjà vécu cette situation où vous vivez une expérience et vous vous dites putain, j'aurais dû m'écouter. Ce truc-là, je le sentais pas. Cette personne, je la sentais pas. Cette affaire, cet achat, je le sentais pas. On a ce flair instinctif où on sent les bonnes ou les mauvaises choses, les bonnes ou les mauvaises personnes, les bonnes ou les mauvaises intentions. On a tous un peu ce talent. Certains l'ont plus, certains l'ont moins, mais on l'a tous. En fait, on l'écoute pas parce que c'est pas quelque chose de palpable. C'est pas quelque chose que tu peux quantifier ou que tu peux expliquer, c'est juste une intuition. Bizarrement, ces intuitions, elles sont réelles en fait. Et je pense qu'on devrait plus prendre ça en compte dans nos choix, plus s'écouter, même si des fois le raisonnement n'est pas logique, puisque l'instinct c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est quelque chose d'abstrait, mais ça doit quand même rentrer en compte dans l'équation. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas expliquer par la science, mais qui existent quand même. Dans le passé, si tu avais dit que la Terre était ronde, on t'aurait coupé la tête. Parce que la science, à cette époque-là, elle était ce qu'elle était. Et aujourd'hui, la science a évolué, mais on a encore des centaines et des centaines d'années, voire des milliers d'années d'évolution pour comprendre notre monde, comprendre le cerveau humain, comprendre notre univers. Aujourd'hui, on sait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne sait pas encore. Par rapport aux éléments, donc le feu, l'eau, l'air et la terre, lorsqu'on est au contact de ces éléments, il se passe quelque chose à l'intérieur de notre corps. En tout cas, moi je le ressens fortement. J'ai l'impression de me sentir vraiment vivant, très vivant à ce moment-là. C'est une émotion à part entière, mais on peut la ressentir lorsqu'on est autour d'un feu de camp ou lorsqu'on est sous la douche. J'ai l'impression que le bonheur qu'on a à être au contact de ces éléments est peut-être lié aussi au patrimoine génétique de nos ancêtres. On va plus cuire nos aliments sur le feu comme le faisaient nos ancêtres. On va plus marcher pieds nus et être dehors toute la journée. Peut-être un jour on comprendra ça et on se rapprochera de nouveau des éléments. J'ai vécu une bonne partie de ma vie en ville et une autre partie en campagne, et c'est sûr que quand je suis dehors dans la nature, je me sens beaucoup mieux dans ma tête, beaucoup plus stable et beaucoup plus épanoui. Je pense qu'il y a vraiment un lien avec les éléments, mais aussi le contact avec le vivant qui nous entoure. Et je trouve ça dommage que l'humain s'éloigne petit à petit de tout ça. Il y a quelque chose d'étrange par rapport à certains lieux. Il y a certains endroits sur cette terre où tu sens qu'il y a quelque chose. J'ai envie de parler d'énergie ou de vibration, même si c'est pas palpable. Il y a des endroits sur cette terre où tu te sens en paix, genre en paix totale. Des fois, ça peut être une maison, juste une salle, ça peut être un lieu extérieur. Je vais vous citer quelques-uns des lieux où j'ai eu ces ressentis. Les cénotes au Mexique, ce sont des cavités, des grottes, avec souvent des lacs ou des sortes de petits étangs. Voilà, ce sont des endroits souvent très naturels. Et dans certaines cénotes, tu sens qu'il y a quelque chose. C'est vraiment du pur ressenti personnel, hein. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Mais je dirais l'endroit où je me suis pris le plus gros shot d'énergie, c'est en Ardèche. Pour moi, l'Ardèche, c'est vraiment l'endroit où j'ai senti vraiment une vibration. Alors souvent, c'est des endroits où la nature est abondante. Il y a aussi les Taman Negara en Malaisie. C'est une des plus vieilles jungles au monde. Alors bizarrement, j'ai pas eu ça à Khao Sok, qui est pareil, une des plus vieilles jungles au monde, mais en Thaïlande. C'est à peu près l'équivalent, mais j'ai pas ressenti cette même puissance. Et l'endroit où j'ai ressenti vraiment quelque chose de puissant, c'est à Koh Phangan, en Thaïlande, sur l'île de Koh Phangan où j'habite, et ça a joué dans ma décision de m'installer sur cette île. En fait, c'était immédiat. Le premier jour, quand je suis arrivé sur cette île, je me suis dit, ça va être là, je pense que ça va être là. En fait, je cherchais un endroit pour m'installer en Thaïlande. J'avais visité énormément d'endroits. Et ces 3 îles, Koh Tao, Koh Phangan et Koh Samui, c'était les 3 endroits que je n'avais pas visités encore.
Et j'ai même pas visité Koh Tao et Koh Samui que j'ai décidé de m'installer à Koh Phangan. Le lendemain de mon arrivée, j'ai acheté un scooter, tellement j'étais persuadé que j'allais rester au moins quelques mois. Après, je pensais pas que j'allais rester un an. Il y a un truc à Koh Phangan, il y a une vague spirituelle, il y a l'énergie, il y a quelque chose de très très puissant sur cette île. Il y a des personnes qui sont très acharnées, optimistes, qui vont être complètement déterminées à un point presque de la folie. Tout le monde va se dire non mais mec, arrête, c'est bon, arrête ton truc. La personne est à fond dans un projet et elle veut pas lâcher, elle veut pas abandonner et ça devient presque de l'inconscience. Je vous donne un exemple. Une personne qui lance un projet, qui lance une activité sur le web, qui se donne corps et âme pendant des mois, qui n'a aucun résultat. Tout le monde lui dit arrête. Il continue, et au bout d'un moment, il commence à se fatiguer, à s'essouffler, à se dire putain, j'ai envie d'arrêter, là, j'en peux plus. Et exactement à ce moment-là, tu reçois la récompense. En fait, c'est comme si que la vie te récompense, mais une fois que tu t'es bien donné. La récompense, tu vas pas l'avoir tout de suite. C'est quand tu arrives vraiment au bout de ce que tu pouvais donner, au moment où tu es sur le point d'abandonner, que tu reçois quelque chose. Et des fois, tu abandonnes à ce moment-là, mais tu t'es arrêté juste avant. En fait, il fallait continuer juste un tout petit peu, 1 ou 2 jours de plus peut-être. Mais c'est dans ces moments-là, en fait, qu'il faut continuer. Et c'est comme si qu'il y a une sorte d'aura, une sorte de force qui va venir te donner ta petite récompense, mais vraiment à un moment critique. Vraiment le moment où tu as vraiment tout donné, que tu es à sec et que tu la mérites vraiment cette récompense. Le moment où tu es sur le point d'abandonner. Il y a des personnes qui sont toujours tristes, toujours malheureux. Il leur arrive toujours des drames. C'est des personnes qui ont toujours plein de problèmes. Et en fait, ces personnes-là, ce qu'elles savent pas, c'est que le problème, c'est parce qu'ils ont choisi d'être malheureux. Ils vont s'auto-saboter leur projet inconsciemment. Tout ça pour dire, voilà, c'est la faute de la vie, c'est la faute des autres. Ils rentrent dans un cercle comme ça, infernal, où il leur arrive toujours des galères, toujours des problèmes. Ils attirent les mauvaises personnes, ils attirent les arnaques. C'est très très malheureux, hein. Mais il faut qu'ils arrivent à switcher. Là, je suis sûr que parmi vous, il y aura peut-être quelques personnes comme ça. Mais à un moment, il faut switcher. Il faut arrêter de se lamenter. Il faut changer sa façon de s'exprimer aussi. Il faut arrêter d'utiliser du vocabulaire péjoratif ou discriminant. Arrêter de juger les autres. Arrêter de se juger soi-même. Apporter du vocabulaire plus positif dans ses propos. Et essayer de voir la vie sous un bon angle. C'est comme si que ces personnes, et je pense qu'on est tous passés par des moments comme ça dans nos vies, c'est comme si que tu as des lunettes qui sont en noir et blanc et tout ce que tu vas voir c'est gris, c'est maussade. Mais quand tu restes trop longtemps dans ces phases-là, ça fait partie limite de toi, de tes traits de caractère. Si ça vous arrive ce genre de truc, sortez le plus rapidement possible de cet état-là. Si vous avez des proches qui sont comme ça, aidez-les. S'il y a des gens qui rentrent dans votre vie qui sont comme ça, refusez de prendre en charge ces personnes dans vos vies. Ça va vous apporter que du malheur. Parfois, il faut aussi être égoïste pour protéger sa santé mentale. Le karma, je vais pas expliquer ce que c'est, je pense que tout le monde voit un petit peu ce que c'est. Pareil, c'est une loi qui n'est pas explicable. Pourtant, je vais pas dire qu'elle est là, ça dépend de chacun. Peut-être qu'il faut y croire pour le voir. Peut-être que c'est juste du placebo ou quelque chose d'aléatoire de la vie, mais je l'observe tout le temps, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui m'entourent. Il est très très puissant et aujourd'hui c'est une de mes conduites de vie. Je fais très attention, je ne rigole pas avec ça, c'est vraiment parce que je trouve que ça peut être très très dangereux comme ça peut être très très positif. Ensuite, la loi du paquet de merde. Alors celle-là, elle est un peu marrante et je pense que vous la connaissez tous. Les emmerdes arrivent toujours par paquet et même des fois, elles n'ont aucun lien les unes avec les autres. Des fois, je sais pas pourquoi, tout arrive par paquet. Faut bien t'enfoncer bien au fond, quoi. Mais après, quand t'es au plus bas, de toute façon, tu peux que remonter. Tu peux pas aller plus bas. Voilà. Quand t'as reçu toute la merde, tu te dis bon bah voilà, je suis tout en bas. Maintenant, bah, je peux que remonter. Au moins, ça permet d'être un petit peu optimiste sur le futur. On arrive à un stade de l'humanité où on a solutionné tous les problèmes de notre espèce. C'est-à-dire que, voilà, il a fallu s'abriter, on a fait des maisons, il a fallu trouver de l'eau. Voilà, on n'a plus besoin d'aller chercher de l'eau au puits.
On a juste à ouvrir un robinet, on a de l'eau. Pour se chauffer, on a juste besoin de tourner aussi un autre robinet pour avoir de la chaleur. On a à manger à profusion, on a juste à aller faire les courses, on revient, tout est là. Il n'y a pas besoin de cultiver comme on le faisait avant. Enfin voilà, il y a une personne maintenant qui produit pour 1000 personnes, alors qu'avant c'était tout le monde devait produire de la nourriture, chasser, cueillir, etc. C'est comme si qu'on a à un moment de l'histoire où on a résolu tous les problèmes. Et au lieu de se contenter de vivre dans ce monde qui est comme un paradis, puisqu'on a résolu tous les problèmes pour vivre dans un confort. Et maintenant, au lieu d'être heureux, puisqu'on a résolu tous les problèmes liés à la survie de l'espèce et qu'on arrive à vivre dans le confort, et bah on va toujours chercher des problèmes pour résoudre des problèmes. En fait, ce qu'on aime, c'est pas les solutions aux problèmes, mais c'est se créer des problèmes pour trouver des solutions aux problèmes. On est comme jamais satisfait. Là où je voulais en venir, c'est parce qu'il n'y a pas un sens plus profond dans l'humain, dans l'idée qu'une fois qu'on a résolu tous les problèmes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire de notre temps, quelque chose d'autre à faire de notre espèce? Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui ne servent à rien. On pourrait tout remplacer par des robots, des intelligences artificielles et tous vivre avec un fonds commun. On a tous de l'argent, on n'est pas riche, mais on peut tous vivre heureux sans travailler. Je ne veux pas dire que c'est utopique ou je connais pas les conséquences que ça peut avoir sur l'humanité, mais on a un stade où c'est possible de tout déléguer à des robots, à des machines, et qu'on se retrouve voilà, juste à vivre, à profiter de la vie sans devoir aller travailler, ou alors de faire un roulement sur les tâches élémentaires, les tâches essentielles. Il y aura toujours du travail dans tous les cas. On pourrait faire fonctionner notre monde en bossant tous 2 heures par jour, en tous les cas dans les pays riches. Qu'est-ce qu'on ferait de notre temps? En fait, c'est ça le truc. C'est qu'on a résolu tous les problèmes, on s'est créé d'autres problèmes, etc. C'est pas ça la finalité. Quelle est la finalité dans tout ça? C'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. C'est très compliqué comme sujet. Et ce que je veux dire, c'est que dans ce monde où on a résolu tous les problèmes, où on a automatisé la production alimentaire, où on a automatisé toutes les tâches quasi pour satisfaire à notre demande, c'est quoi la place de l'homme dans l'univers? Qu'est-ce qui nous reste à faire? Et si on enlève ce biais qu'on a de toujours se créer des problèmes dans notre tête, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Qu'est-ce qu'on devient? Et voilà, je vous pose la question, répondez-moi si vous avez la réponse dans les commentaires. Allez, ciao ciao!